Voilà donc. Bonjour, je m'appelle Catherine Marois, je suis chargée de projet aux communications à l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec. Au nom des membres du conseil d'administration et de l'équipe permanente, je souhaite bienvenue à ce webinaire intitulé La valorisation des rejets thermiques, l'économie circulaire au profit de l'efficacité énergétique. Il est présenté par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Avant de commencer, je vous donne quelques informations. L'activité va prendre fin à 10 heures, donc on n'aura pas de pause ce matin. Vous êtes invité à garder votre caméra ouverte, votre micro fermé tout au long de la présentation. Le présentateur va répondre à vos questions tout au long du webinaire si vous en avez. Donc, vous pouvez les saisir dans la zone de clavardage ou lever votre main virtuelle. On vous accordera la parole, il n'y aura pas de problème. Si vous souhaitez obtenir un certificat qui atteste de votre participation à ce webinaire ou le document diffusé durant la présentation, je vous invite à nous en faire part à l'adresse adgmq@commercial-adgmq.qc.ca. Je voudrais vous assurer, s'il vous plaît, que votre nom d'identification est complet, il est bien clair. Donc, prénom et nom, s'il vous plaît. S'il faut le modifier, cliquez sur le bouton droit et cliquez sur Rename. On va commencer ce webinaire avec un petit vidéo d'abord. Christian? Sur ce, je cède la parole à M. Stéphane Gagnon, coordonnateur de la valorisation des rejets thermiques au ministère de l'Environnement. M. Gagnon, c'est à vous. Merci Catherine. Je vais partager ma présentation. Et en aura. Oui, ma présentation. On la voit. Parfait. Merci. Donc, merci d'être ici, d'être là en ligne aujourd'hui à ce webinaire. C'est une belle assistance, là, surtout du monde municipal. C'est une clientèle là, qu'on vise beaucoup pour les projets de valorisation de rejets thermiques. Donc, je vais commencer. D'abord, le plan de la présentation. Qu'est-ce que la valorisation de rejets thermiques? C'est la présentation de petites vidéos là, qu'on a vues tantôt. Des exemples de projets au Québec et en France, modèle d'affaires. Je vais présenter ensuite les avantages de la valorisation de rejets thermiques. Un outil, la carte interactive des rejets et des données thermiques là, qu'on a développé et l'aide financière et l'accompagnement qu'on offre. Donc, tout d'abord, le leader dans le domaine de la valorisation du rejet thermique au Québec, c'est le Centre de valorisation thermique des déchets de la Ville de Québec. C'est son équipement qui a été conçu et implanté en 1974 dans le but de fournir de la vapeur à une papetière. Plutôt que de simplement installer un incinérateur ou
au milieu de nulle part ou encore pire, d'enfouir les déchets, dès 1974, on a décidé d'installer un équipement qui allait débarrasser la municipalité des déchets, mais aussi remplacer la combustion de combustible fossile de papier Wildberg à l'époque et maintenant il y a Glassine Canada aussi qui est une autopétière qui en bénéficie. Wildberg consomme encore aujourd'hui 222 gigawattheures d'énergie par année, ce qui est énorme, et Glassine Canada 42 gigawattheures. Il reste un potentiel encore inexploité là, de 206 gigawattheures qui est relâché dans l'atmosphère. Il y a un projet là, pour valoriser 75 gigawattheures par année pour lequel on a financé à hauteur de 31 millions à la Ville de Québec pour relier l'hôpital d'Enfants Jésus. Donc, il y a des échanges aussi entre industriels, généralement de vapeur. Au projet ici entre Elken Metal et Rio Tinto à Saguenay. 37 000 tonnes de vapeur qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 000 tonnes d'équivalent CO2 par année. Donc, on voit que la valorisation énergétique dans le domaine industriel est vraiment, vraiment intéressante parce que contrairement aux besoins de chauffage, les besoins industriels sont constants. Donc, les besoins de chauffage, on le sait, on a parfois besoin de beaucoup de chauffage à moins 25, mais il ne fait pas toujours moins 25 au Québec toute l'année. Donc, les besoins de chauffage sont variables, alors que les besoins industriels sont généralement constants. Donc, ça permet de valoriser une plus grande proportion des rejets thermiques. Ce que nous, on appelle dans le domaine de la valorisation de rejets thermiques, c'est le receveur universel, c'est les serres. Donc, les serres, si vous avez un rejet industriel quelque part et puis on ne sait pas quoi en faire, la serre, c'est l'équipement de choix à installer parce que c'est le bâtiment qui consomme le plus d'énergie thermique au mètre carré. Donc, il y a des beaux projets déjà de réaliser. Là. Il y a le serre de Mers à Drummondville qui valorise des rejets thermiques de la centrale électrique au biogaz de Waste Management. Il y a les serres Sagani à Saguenay qui valorise des rejets thermiques d'Elken Metal. Et bien sûr, le plus connu, les serres Pont-Hiver à Saint-Félicien qui valorise des rejets thermiques de produits forestiers résolus. On a un deuxième projet à Saint-Félicien qui est dans les cartons. Là, vous voyez une aide financière de 2,8 millions à la Ville de Saint-Félicien pour un deuxième projet de valorisation de rejets thermiques qui va viser un projet de serre et aussi alimenter un parc industriel. Donc, c'est la valorisation de rejets thermiques de l'autre centrale de coordination de Saint-Félicien, à Greenleaf Power. Et on vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 13 500 tonnes de CO2 équivalent par année. Beau projet dans la région de Gatineau, le développement d'un immobilier de 400 000 m², CB. C'est un développement immobilier donc, de 5 m² qui est doté d'un réseau de chauffage et de refroidissement. Il est en opération d'ailleurs. Puis il tape actuellement on discute avec eux de deuxième phase. Les besoins de chauffage du projet en cours qui est en opération de 15 gigawattheures par année. Et la valorisation de rejets des rejets de Kruger permet de couvrir 96% des besoins de chauffage du développement immobilier. C'est un développement résidentiel, commercial et institutionnel. Des deux côtés du fleuve, des deux côtés de la rivière Ottawa. En France, maintenant, j'ai gardé quelques exemples français parce qu'il y a c'est des exemples encore assez spectaculaires pour vous. Là. Donc, créé en 1985, un réseau de 51 km qui fournit 130 gigawattheures de chaleur par année, qui valorise des rejets thermiques d'ArcelorMittal et d'autres industriels à hauteur de 90% des besoins de chauffage du réseau. Du côté de Brest, le réseau de chaleur de Brest a un réseau de plus de 55 km qui fournit 180 gigawattheures de chaleur et 25 gigawattheures d'électricité par année. La valorisation de thermique d'un incinérateur fournit 75% des besoins de chauffage. La biomasse forestière résiduelle, 15% des besoins de chauffage.
Bon, un autre joueur dans le domaine de la valorisation transgénomique, si les serres sont le receveur universel, ben, les centres de traitement de données sont le donneur universel. Donc, pourquoi? Ben, c'est sûr que c'est pas tellement compliqué. Là. Un serveur informatique, ça agit sur l'électricité exactement comme une plainte électrique. Ça convertit l'énergie électrique en chaleur. C'est plus intelligent avec une plainte électrique parce que ça fait des calculs en même temps. Mais d'un point de vue thermique, c'est la même chose. Donc, ça devient très intéressant là. Si on a, par exemple, une intention de concevoir un écoquartier ou de quelques besoins thermiques qu'on a pour faire un réseau de chaleur, mais qu'on n'a pas de rejet thermique sur la main, ben, on peut discuter, puis ça, je peux vous aider à entrer en contact avec des centres de traitement de données. Donc, on peut intégrer un centre de traitement de données au projet de valorisation de géothermie. Pour Hydro-Québec, ben, ça permet c'est plus intéressant de vendre de l'électricité à des centres de traitement de données et ensuite d'utiliser que le projet de serre ou de bâtiment utilise des rejets thermiques du centre de données pour se chauffer que tout simplement vendre de l'électricité pour chauffer les bâtiments parce que, on le sait, les équipements de chauffage du bâtiment ont une consommation extrêmement variable, alors qu'un centre de traitement de données a une consommation constante. Donc, c'est beaucoup plus, pour Hydro-Québec, ça permet de vendre beaucoup plus d'électricité pour une même puissance installée. Dans cette même ordre d'idée-là, il y a le projet Humano District, qui est le premier projet là, à avoir reçu l'aide financière du programme valorisation de budget thermique. Donc, on a accordé une aide de plus d'1 million de dollars pour un projet immobilier de 74 000 mètres carrés qui est doté d'un réseau de chauffage et de refroidissement. Ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est qu'on a intégré au projet immobilier un centre de calcul haute densité de l'Université de Sherbrooke qui va permettre de fournir plus de 90% du chauffage, du réseau de chauffage. Donc, et ça permet une réduction de consommation d'énergie de près de 2 gigawattheures et des réductions d'émissions de gaz à effet de serre de 400 tonnes équivalent de CO2 par année. Et on parle aussi d'une première phase. C'est un projet qui actuellement, c'est pas tous les bâtiments qui sont présentés ici qui vont faire partie de cette première phase-là. Donc, c'est un projet qui va évoluer. Et puis, ce qui est intéressant, justement, dans ce projet-là, c'est que au lieu de partir au lieu d'installer un centre de traitement de données au milieu de part, et ensuite d'essayer de trouver des entreprises, des serres ou des bâtiments qui pourraient bénéficier des rejets thermiques. Ben, là, on a plutôt été à l'inverse. On a dit, bon, on a un écoquartier, on a des besoins thermiques, on va intégrer un centre de calcul dans le développement immobilier, dans l'écoquartier, et puis on va dimensionner le centre de calcul selon les besoins de l'écoquartier. Et puis à ce moment-là, on s'assure de maximiser la valorisation de rejets thermiques. On n'a pas installé un centre de données plus gros que ce que le développement immobilier a besoin pour se chauffer. Et puis, à chaque phase, là, c'est une première phase, mais à chaque phase de développement, ben, on va ajouter, on va augmenter la capacité du centre de calcul pour augmenter la puissance de chauffage aussi de l'écoquartier. Et puis, à plus grosse échelle, justement, il y a QScale, qui est un centre de traitement de données seulement à Lévis, un immense centre de données là, avec un potentiel de valorisation énergétique de 400 MW. Qui donne plus de 800 gigawattheures d'énergie thermique libérée annuellement. C'est un centre de traitement de données qui offre ces rejets thermiques gratuitement. Et puis, il y a plusieurs projets là, qui sont en développement autour de ce centre de traitement de données. D'ailleurs, il y a une entente avec Énergie pour les aider à valoriser.
Donc, le modèle d'affaires pour un projet de valorisation de rejet thermique, il y a 3 parties qui sont requises là, dans un projet de valorisation de rejet thermique. Il y a un ou des émetteurs de rejet thermique. Il y a un ou des consommateurs de rejet thermique. Et puis, il y a un distributeur. Le distributeur, ça peut être l'émetteur, ça peut être le receveur, ou ça peut être une tierce partie. Ça peut être l'émetteur, comme par exemple la Ville de Québec, qui développe des infrastructures pour vendre ses rejets thermiques à la Pépinière Wild Birch ou éventuellement à l'hôpital Montmorency. Ça peut être le receveur. On voit ça avec, par exemple, le projet Humano pour le immobilier, on a vu tantôt. Donc, Humano va développer les infrastructures pour se connecter au centre de données et collecter des rejets thermiques et les distribuer aux différents bâtiments. Mais ça peut aussi être une tierce partie, puis c'est là qui est la tierce partie, c'est là que, par exemple, les municipalités peuvent être un joueur. Donc, par exemple, donc, le distributeur peut être une municipalité ou une entité municipale, une société municipale, ça peut être une entreprise privée à but lucratif ou sans but lucratif, ça peut être une société d'économie mixte, donc souvent municipale et privée. Ça peut être un établissement de soins de santé et d'éducation, ça peut être une société d'État, cette exception. Donc, mais la municipalité est effectivement un joueur désigné là, pour développer les projets de valorisation de rejet thermique parce que c'est souvent dans les rues de la municipalité qu'on a besoin de travailler, souvent des terres municipales qu'on doit traverser. Donc, c'est intéressant là, quand la municipalité parle le leadership. Bon, les avantages d'offrir des rejets thermiques pour un industriel. Donc, ça permet, on peut intégrer au projet de valorisation, parce que là, vous avez compris que lorsqu'on parle de valorisation de rejet thermique, on parle de valorisation de rejet thermique entre organisations. Mais c'est très intéressant aussi même si c'est la première chose à faire, de valoriser les rejets thermiques à l'interne d'une organisation, donc à l'interne par exemple, d'une usine. Donc, et puis, il y a on a notre programme d'éco-performance qui permet de financer ce genre de projet-là. Mais disons que le projet de valorisation de rejet thermique et le programme de valorisation de rejet thermique est plus généreux qu'éco-performance parce que justement, c'est pas plus complexe d'un point de vue technique là, de faire de la valorisation de rejet thermique en différentes organisations, mais c'est plus complexe d'un point de vue, disons, social. On a moins... on n'a pas le réflexe communautaire ou la synergie industrielle. C'est pas des choses qui sont habituelles dans la société nord-américaine. Là. Généralement, si on a besoin d'une tondeuse, on s'achète une tondeuse, puis on demande au voisin d'emprunter sa tondeuse. Si on a besoin d'une chaudière, ben on va s'acheter une chaudière. On ne va pas demander à l'industriel voisin s'il y a des rejets thermiques. Mais donc, on met le paquet en termes d'accompagnement et d'aide financière pour faire lever cette filière industrie. C'est pour ça que le programme de valorisation de rejet thermique est nettement plus généreux que le programme éco-performance, bien qu'éco-performance est généreux. Mais donc, on est... pour l'industriel, si on intègre, si il fait un projet de valorisation, il participe à un projet de valorisation de rejet thermique entre organisations, bien, il peut intégrer de la valorisation de rejet thermique interne dans le projet de valorisation de rejet thermique entre organisations. Ça permet de bénéficier de l'aide financière du programme valorisation de rejet thermique interne, du programme valorisation de rejet thermique entre organisations. Donc, puis même, on peut aussi il peut aussi valoriser ce rejet thermique à l'interne pour une autoproduction d'électricité. Donc, il y a des systèmes maintenant qu'on peut installer là, sans vapeur, juste avec de la chaleur. Il y a des systèmes qu'on peut produire de l'électricité là, par cycle Rankine. Là. Donc, et puis là, comme on parle de production d'électricité, donc de réduction de consommation électrique, là, notre programme éco-performance pourrait pas aider à financer un projet comme ça, alors que valorisation de rejet thermique finance les réductions de GS, mais aussi les réductions de consommation d'électricité, pourrait financer l'installation de l'autoproduction électrique chez l'industriel. Donc, c'est un beau bonbon à
à offrir à l'industriel si on veut l'intéresser à un projet de valorisation de l'éthanol. C'est intéressant pour l'industriel aussi pour toute nouvelle demande de puissance d'électricité au Québec. On sait que maintenant, toutes les demandes de plus de 5 mégawatts doivent passer par le ministère de l'Économie et de l'Énergie. Et c'est sûr que si on présente un projet de valorisation du projet thermique, ben, ça permet d'améliorer beaucoup son dossier. Ça permet de réduire ses coûts. Si on regarde le produit forestier résolu qui fournit ses rejets thermiques à Château-Droit, ben, en période de chauffage, le produit forestier résolu n'a plus besoin d'utiliser ses tours de refroidissement pour ses opérations de refroidissement. Donc, c'est de l'énergie, des coûts énergétiques qui sont sauvés, mais aussi des coûts d'entretien et même ça rallonge la durée de vie des équipements parce que des tours de refroidissement en hiver, il y a toutes sortes de problèmes déjà prématurés dus à la formation de glace. Ça améliore aussi son image environnementale et sociétale, donc pour son rapport ESG. Et il peut en tirer éventuellement aussi des avantages financiers. Là, chaque cas est différent. Bon, les avantages de s'approvisionner en rejet thermique pour serre ou pour des bâtiments, ça donne accès à une source d'énergie peu coûteuse, renouvelable et sans émission de gaz à effet de serre. Donc, c'est important là, de bien comprendre que c'est toujours sans émission de gaz à effet de serre. Si, par exemple, si on prend là, un cas dramatique là, où on s'alimenterait en rejet thermique d'une raffinerie de pétrole, les rejets thermiques d'une raffinerie de pétrole sont quand même entières, sont quand même sans émission de gaz à effet de serre parce que les calculs d'émissions de gaz à effet de serre sont toujours imputés à la production pour laquelle les émissions de gaz à effet de serre ont été produites. Donc, lorsqu'on fait du pétrole, on émet des émissions de gaz à effet de serre, puis c'est parce que c'est le but du procédé de faire du pétrole, c'est pas de faire de la chaleur. Donc, comme le but du procédé, c'est de faire du pétrole, les émissions de gaz à effet de serre sont imputées à la production, par exemple, d'essence produite. Elles ne sont pas imputées. Puis là, les rejets thermiques, c'est un polluant comme un autre qui est rejeté dans l'atmosphère. Puis chez nous, si on trouve une façon de récupérer cette chaleur-là pour réduire les besoins thermiques ailleurs, c'est là qu'on entre dans un cycle d'économie circulaire. C'est comme de prendre une bouteille de plastique plutôt que de le mettre au site d'enfouissement, de le laisser dans l'environnement. On prend la bouteille de plastique, on la recycle et puis on fait, par exemple, un banc de parc avec. Donc, c'est vraiment dans la même logique. Donc, on utilise un rejet de un pour réduire la consommation de ressources d'un autre. Ça permet évidemment aussi d'améliorer son image environnementale et sociétale. Donc, pour, par exemple, un producteur de serre, c'est sûr que c'est une très bonne image de dire que les concombres sont produits avec des rejets thermiques plutôt qu'avec du gaz naturel. Les avantages de distribuer des rejets thermiques, puis là, c'est là que la municipalité est ciblée. Donc, il y a très peu d'entreprises sur le marché, donc c'est une place à prendre. Les municipalités peuvent se démarquer aussi. Ça permet à une municipalité de diversifier leur économie, d'attirer des gens. Mettons, si on prend par exemple Saint-Félicien qui veut le deuxième projet de Saint-Félicien qui est en cours de réalisation. Donc, on vise à implanter une serre, et puis on a déjà une diversification qui s'est opérée à Saint-Félicien avec l'immense projet de Château-Droit. Mais là, le prochain projet vise à acheter une autre serre, mais un autre parc de serre, mais en plus, il y a tout un nouveau parc industriel qui va être développé, alimenté par les rejets de chaleur, puis on vise à diversifier l'économie de Saint-Félicien en attirant des entreprises qui voudront être chauffées par cette chaleur-là à bas coût et sans émission de gaz à effet de serre. Il y a un très grand potentiel. On l'a vu dans notre petite vidéo du début. Il y a l'équivalent de 10
fois la centrale énergétique de la Romaine en chaleur qui est rejetée dans l'atmosphère. Bon, on ne peut pas toute la récupérer. Actuellement, on travaille avec Polytechnique pour là, on a évalué ce potentiel-là de plus de 80 TWh d'électricité. Puis là, on travaille avec Polytechnique pour aller chercher le potentiel technico-économique. Donc, combien de 80 TWh est techniquement et économiquement rentable de valoriser. On va le savoir normalement. Ça amène des revenus stables et à long terme à la municipalité, ce qui n'est pas négligeable compte tenu de tous les enjeux que la municipalité vit actuellement en termes de revenus. Et puis, des revenus aussi qui sont indépendants de la taxation foncière. Puis, ça améliore son image environnementale. Effectivement, c'est une façon intéressante pour la municipalité de se positionner. Donc, on a, à partir de l'étude de Polytechnique, on avait demandé de calculer le potentiel de valorisation de géothermique au Québec. En fait, on avait demandé de calculer le potentiel technico-économique de valorisation de géothermique. Donc, ce qui nous a permis à l'interne de développer un outil géoréférencé des rejets thermiques. Donc, je vais tout de suite vous montrer ça. Ça, c'est sur notre site Internet. Vous voyez la carte? On la voit. Merci. Donc, ça, c'est l'outil. Donc, on voit le Québec qui est là. En rouge, on a les rejets thermiques avec différents types de rejets thermiques. En bleu, on a les besoins thermiques avec les types de besoins thermiques, donc des bâtiments et des serres. Là, tout de suite en partant, moi, j'aime bien enlever les stations d'épuration parce qu'il y en a plus une municipalité, puis ça fait un petit peu, c'est difficile à lire. Bon, là, déjà, c'est plus clair. Puis on peut aller voir des projets comme Chartundra à Saint-Félicien. Là, on voit ici, si on veut mesurer, on peut mesurer la distance entre les items. Là. Moi, j'aime bien travailler avec un fond de carte à la Google Earth. Là. On épaule. Donc, on voit ici, là, la serre était positionnée ici. Peut-être que c'est le milieu du cadastre, mais bon, c'est pour ça que c'est toujours intéressant, là, lorsqu'on veut faire une mesure, d'utiliser un mode satellite. Donc, là, ici, on prend l'outil de mesure, et puis on part de produit forestier résolu, et puis on va mesurer. On a, mettons, 550 mètres entre la serre et produit forestier résolu. En cliquant sur les items aussi, on voit en cliquant sur la serre, on voit que c'est une serre et puis qu'elle a un besoin thermique en 2020, parce que ça a des données dans 2020 déjà, de 350 000 gigajoules. Et on a ici produit forestier résolu, donc de l'énergie disponible, là, liquide de basse température, 1,5 million de gigajoules, et un peu de haute température, et pour un total de 4 millions de gigajoules. On peut s'amuser comme ça à la grandeur du Québec, là. On peut voir ici Rio Tinto Ferretspan, 5 millions de gigajoules de gaz de chimique, des gaz de procédés à hauteur de 800 000 gigajoules, des rejets liquides basse température de 2,2 millions de gigajoules et rejets liquides à haute température 7,50 000 gigajoules. Donc, c'est très intéressant. Ça, c'est des données qui ont été calculées à partir d'algorithmes qui permettent d'extrapoler les différents rejets thermiques pour différents types d'industries à partir de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre. Donc,
c'est pas le chiffre exact, mais selon ce qu'on a discuté à date dans différents projets, on est assez proche du potentiel. De toute façon, avant de faire un projet, on va évaluer le potentiel exact. La prochaine étape par rapport à cet outil-là, ça va être la déclaration obligatoire des rejets terminés. Donc, bientôt, on va exiger que les industriels qui déclarent pour leur rejet terminé. La réglementation, le projet de loi est passé, puis la réglementation devrait être présentée l'automne prochain. Donc, on va bientôt avoir dans peut-être un an ou deux, là, le temps de décrypter les données, puis que les industriels embarquent tout ça. Donc, d'ici un an ou deux, on devrait avoir des données réelles pour alimenter cette date. Je vais fermer l'outil. Vous voyez mon PowerPoint? Oui, on le voit. Super. Je continue. Bon, le programme. Donc, là, la valorisation de rejet thermique, lorsqu'elle s'est implantée, lorsqu'on a ça fait longtemps, moi, ça fait 12-13 ans que je prône la valorisation de rejet thermique et ça a pris quand même du temps avant d'attirer l'attention sur cette filière énergétique-là. En 2019, on a eu les premiers fonds. On a pu lancer l'appel à proposition pour la valorisation de rejet thermique. Mais on avait de l'argent fédéral et puis de l'argent provincial et puis c'était pas un programme. C'était chaque fois qu'on avait un projet comme le projet de la Ville de Québec et aussi le deuxième projet de Saint-Félicien, c'est des projets qui ont été déposés dans le cadre de cet appel à proposition-là. Puis c'est un processus qui était pénible, là, vraiment, parce que c'était pas un programme. Il fallait être faire approuver par le provincial, il fallait être faire approuver par le fédéral parce qu'il y avait de l'argent fédéral. Fait que c'était très lourd. Puis l'objectif, c'était d'en arriver à un programme. Donc là, en mars 2023, donc depuis maintenant plus d'un an, on a un programme maintenant qui est très efficace. Et donc, on peut approuver des aides financières là, jusqu'à 40 millions de dollars là, très rapidement. Donc, le programme prévoit qu'on finance 75% des dépenses admissibles jusqu'à 150 000 dollars pour le volet études de faisabilité. Et pour le volet implantation, c'est le moindre des montants suivants, donc 75% des dépenses admissibles jusqu'à 40 millions. Mais il y a un calcul là, des émissions de gaz à effet de serre réduites et la consommation d'énergie renouvelable réduite. Donc, c'est 125 $ la tonne de CO2 réduite pour les 20 premières années et plus 8 $ du gigajoule d'énergie renouvelable réduite pour les 20 premières années. Donc, par génie renouvelable, on pense en premier à l'électricité, mais ça peut être une autre source d'énergie renouvelable. Donc, c'est un programme qui est très généreux. Et puis, donc, on peut atteindre quand même assez facilement le 75% des dépenses admissibles jusqu'à 40 millions de dollars. Et comme je disais tantôt, c'est un programme qui est très, très efficace. Donc, actuellement, après une première année, on a eu 16 demandes au volet études de faisabilité, 4 demandes au volet implantation. Il y a déjà deux projets au volet, deux des 4 demandes au volet implantation qui ont été approuvées et qui ont reçu leur premier versement de la moitié de leur subvention, dont une qui a reçu déjà 40 millions de dollars. Donc, on est jusqu'à présent, là, les études, les demandeurs qui ont été au volet études de faisabilité jusqu'au bout et qui ont fait une demande au volet implantation ont été acceptés très rapidement parce que, on vous accompagne tout au long du volet études de faisabilité, ce qui fait que lorsque vous avez déposé au volet implantation, vous avez pratiquement déjà un dossier complet. L'accompagnement, donc, on fait beaucoup d'accompagnement. Comme j'ai expliqué tantôt, la valorisation du rejet thermique, c'est pas tellement naturel pour les Nord-Américains d'essayer de faire des projets en commun. Et puis, on vous accompagne là-dedans. On vous aide aussi à trouver des partenaires. Je dis souvent qu'on fait du Tinder énergétique. Donc, si vous avez un projet, si vous avez
des rejets thermiques et vous voulez faire un projet, on peut vous aider à trouver une sphère ou un promoteur immobilier pour réaliser valoriser les rejets thermiques. En même chose, si vous voulez faire un projet et que vous cherchez un rejet thermique, ben, on peut vous aider à trouver soit avec la carte ou soit à trouver un centre de traitement de données qui pourrait répondre à vos besoins. Donc, n'hésitez pas, là, nous, on prend les projets là, dès l'idée qui peut paraître flyée, là, jusqu'à la réalisation du projet. Et puis, il y a beaucoup de projets flyés qui ont souvent un potentiel très intéressant et qui finissent par se réaliser lorsqu'on est bien accompagné. Voilà. Dans les prochaines étapes, la déclaration obligatoire des rejets thermiques, ça, j'en ai parlé finalement tantôt. Donc, ça va être intéressant aussi. Ça va permettre de perfectionner l'outil. Ça va être beaucoup intéressant comme outil parce qu'on va avoir une meilleure valeur de données. Et puis, voilà. Donc, on vous invite à consulter les pages. On a quand même plusieurs pages qui présentent des projets, qui présentent plus d'informations sur la valorisation de rejets thermiques. Et puis, évidemment, écrivez-nous. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez une idée de projet. J'ai encore une adresse, on est fournisseur environnement, mais j'ai encore une adresse MRN, non, mais je ne vous en pas que c'est la bonne adresse. Et puis, donc, si vous avez le goût de parler d'un projet ou du programme, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis, ça nous fera plaisir de faire rencontre. On fait des rencontres Teams toute la semaine avec des gens qui sont intéressés. Voilà. Monsieur Gagnon, on a une première question. C'est Mathieu Pépin, je l'invite à la poser. Oui, bonjour. Merci pour cette sensibilisation à quelque chose qui effectivement permettrait d'aider à la transition. Vous n'avez pas parlé du couplage ou du stockage thermique. Je suis curieux de savoir si c'est quelque chose qui est à évaluer. Parce que j'ai déjà entendu parler de projets de réservoirs souterrains, mettons sur des terrains de soccer où on fait de l'accumulation de chaleur dans un réseau immobilier, puis qu'on utilise cette source-là pour chauffer en hiver. Est-ce intéressant ou c'est pas rentable? Oui, c'est sûr que je pourrais l'intégrer à la présentation. Il n'y a pas de projet actuellement qui ont intégré le stockage thermique, mais c'est sûr que ça peut être intéressant de l'intégrer. Chaque projet nécessite un calcul. Donc, dans l'étude de faisabilité, c'est quelque chose qui peut être intéressant d'évaluer. Des fois, on me pose la question stockage thermique sur une base annuelle parce que qu'est-ce qu'on fait des rejets thermiques l'été? Ce bout-là, j'y crois pas vraiment là, parce que c'est sur une base annuelle, ça fait vraiment beaucoup de bassins, là. Mais sur une base horaire, là, donc parce que lorsqu'on fait du chauffage, que ce soit des serres ou des bâtiments, il y a des pointes très, très précises de besoin de chauffage. Puis dans ces cas-là, oui, on a comme je dis, on n'a pas de projet actuellement qui s'est enligné là-dessus, mais il y a des projets à l'étude. Puis Polytechnique aussi étudier la question. Donc, oui, c'est certainement quelque chose qui devrait être évalué, là, mais d'une façon raisonnable. Là. Donc, sur une base de quelques heures là, pour faire face à des pointes très importantes. Question de Mme Desjardins? Oui, j'ai 2 questions pour vous, M. Gagnon. Au niveau de la carte de rejet technique, est-ce qu'elle est à jour dans cette carte-là? Est-ce qu'elle est mise à jour de façon régulière? Là, actuellement, on utilise les données d'émissions de gaz à effet de serre. Et, ça a été calculé il y a la dernière mise à jour a été faite il y a ça doit faire en tout cas c'est des données de 2020 parce que les RGS, là, ça prend un certain temps avant qu'ils soient compilés, approuvés puis diffusés. Là. Donc actuellement, c'est des données de 2020, donc c'est pas super récent. Mais comme je dis, la prochaine étape, plutôt que
de faire ces calculs-là à chaque année. Là. Nous autres, ce qu'on vise, c'est vraiment d'avoir une collecte des rejets thermiques auprès des industriels via le règlement là, qui va être présenté à l'automne prochain pour avoir on va avoir des données de meilleure qualité. Ça, c'est des données de bonne qualité quand même. On le sait parce que dans certains projets, on a pu valider là, qu'on n'était pas loin. Mais c'est sûr que lorsqu'on aura des données directement des industriels, on va avoir des données à jour et puis plus précises aussi. Parce que ce qui manque là-dedans, là, dans notre carte, c'est que toute la valorisation de rejet thermique interne, là, on a présenté la valorisation de rejet thermique et donc tout ce qui est rejeté. Mais il y a beaucoup de rejets industriels qui sont valorisés, heureusement, par les industriels eux-mêmes. Puis ça, actuellement, c'est pas soustrait parce qu'on a de façon de le calculer. Donc, quand on aura les vraies données, je pense que c'est la correction qui va être la plus intéressante. Là. Donc, ça devrait baisser, mais au moins, on va avoir un potentiel plus intéressant, plus réel, là, puis à jour à chaque année. Effectivement, parce que je regarde là dans notre cas, nous, à Candiac, là, Cascade, là, il fait beaucoup de rejets, il fait beaucoup de réutilisation de ces rejets à l'interne, puis malheureusement, les données que c'est là, ils n'étaient pas bonnes pour nous, là, parce qu'on a fait une étude l'an passé. Ma deuxième question, c'est dans le programme actuel, si on emmenait aussi de la géothermie à l'intérieur là-dessus pour aller chercher un plus grand potentiel de distribution d'énergie, est-ce que ça peut être considéré dans le programme comme tel ou bien non, vous allez vous en tenir uniquement à la portion diminution des rejets thermiques? Nous, on a financé là, les rejets thermiques, les infrastructures pour capter et distribuer les rejets thermiques. On va financer aussi toutes du point de vue mettons qu'on a, par exemple, une serre qui utilise les rejets thermiques. Typiquement, une serre aurait eu besoin de haute température. Toutes les adaptations du système de chauffage de la serre par rapport à un scénario où elle aurait été, même si c'est une nouvelle serre, là, où elle aurait été à haute température, si on a besoin de plus de chauffage radiant, si on a besoin des aérothermes plus gros, tout ça parce qu'on va être à basse température, ça, on va le financer. Mais tout le chauffage complémentaire d'appoint, on ne va pas le financer. Par contre, nous, ce qu'on va financer, là, on va permettre qu'il y ait jusqu'à au minimum, ça, j'en ai pas parlé, parce qu'on entre dans des paramètres avancés, là, mais on ne permet pas qu'il y ait moins de 60% de rejet thermique de transporter dans les infrastructures qu'on va financer. Donc, la géothermie pourrait être utilisée pour combler le 40%. Mettons qu'on a un potentiel de valorisation de rejet thermique qui répond à 60% du besoin annuel. Puis on pourrait utiliser la géothermie pour répondre aux 40%. Puis là, à ce moment-là, on accepterait de financer l'infrastructure même qui va déplacer un minimum l'important, c'est qu'il y a un minimum de 60% de rejet thermique dans l'infrastructure qu'on va financer. Puis, il y a un dernier paramètre par rapport à ça, c'est que le 40%, ce qu'on vise, c'est que ce soit 40% d'énergie renouvelable, même si c'est pas la valorisation de rejet thermique, mais on accepte, quand c'est supporté là, par l'étude, jusqu'à 10% de combustible fossile, là, si c'est incontournable. Donc, on dit ça devra être discuté avec nous, mais c'est possible aussi d'avoir un chauffage d'appoint jusqu'à 10% qui serait de combustible fossile là, dans l'énergie qui est déplacée dans. Par contre, chez les clients, mettons qu'on fait un réseau thermique comme produit forestier résolu, qui prend la chaleur de produits forestiers résolus, qui amène ça à la serre du certain grand. Puis là, c'est dans l'infrastructure transporte 100% de rejet thermique. Rendu à la serre, si la serre utilise, elle, du chauffage d'appoint au gaz pour plus de 10%, ou nous autres, on ne regarde pas ça, là, parce que nous autres, on regarde transporter parce qu'on finance. Fait que si la serre, elle chauffe 50% de gaz,
50% de rejet, au rejet thermique, ben pour nous, ça reste toujours 50% de gaz de sauvé. Puis, l'important, c'est que nous, dans l'infrastructure qu'on finance, ben, on ne veut pas déplacer de l'énergie thermique qui est produite avec des conditions possibles. Parfait. Mais merci beaucoup. Très intéressant. Monsieur Roy? Oui, bonjour Stéphane, content de te revoir ce matin. Stéphane, étant donné qu'on travaille déjà ensemble et que tu nous as beaucoup fait réfléchir sur la compétence municipale elle-même, là, est-ce qu'une ville peut détenir, par exemple, un réseau de distribution de chaleur ou un réseau thermique? Tu as fouillé cette question-là pour nous. J'aimerais ça, si tu pouvais prendre peut-être 2, 3 minutes juste propager les conclusions auxquelles tu arrivais là, pour rassurer les villes qui assistent à la conférence. Oui, certainement. Bon, donc, on a eu des discussions avec, d'abord, il y a Saint-Félicien qui a, si on veut, défriché avec son premier projet là, de sa toundra, puis son deuxième projet là, qui s'en vient. Et puis, on a eu des discussions aussi avec le ministère des Affaires municipales. Et puis, donc, les villes sont tout à fait habilitées là, à vendre des rejets thermiques. Là. Les rejets thermiques, là, à moins que ce soit de la vapeur, parce que j'ai discuté aussi avec la Régie de l'énergie. Et puis, la Régie de l'énergie, bon, premièrement, eux autres, ils en ont assez sur les bras, là, sans s'occuper de nouvelles affaires. Puis, dans leur loi, il y aurait la possibilité là, qu'ils s'intéressent au réseau de vapeur. Fait qu'il n'y a pas de... Il n'est pas question de s'intéresser. Dans leur loi, il faudrait que la loi soit modifiée pour qu'ils s'intéressent à des réseaux d'eau chaude, mais ils pourraient s'intéresser aux réseaux de vapeur. Mais c'est assez rare, les réseaux de vapeur, là, mais disons que si on a des rejets thermiques haute température, puis on veut alimenter des industries, ben, ça pourrait être intéressant là, si on est capable de produire de la vapeur, d'avoir des réseaux de vapeur. Et puis, mais là, ça ne veut pas dire que la Régie de l'énergie va s'intéresser à ça parce que, on va avoir une poignée de clients dans une municipalité, dans un parc industriel. Là, donc, en tout cas, les discussions que j'ai eues avec eux, il n'y avait pas beaucoup d'appétit pour élargir leur tarte qui était déjà assez complète. Puis, je veux dire aussi, suite à des discussions justement avec la municipalité de Varennes, et puis donc on est en train de mandater, puis c'est jamais simple là, de faire des mandats pour services professionnels là, au gouvernement, mais on va bientôt être capable de conclure une entente avec un OBNL qui va élaborer un guide juridique qui va répondre aux questions juridiques par rapport à tout ce qui entoure les projets de valorisation de rejet thermique. Donc, c'est sûr que si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je peux vous mettre en contact avec, organiser des rencontres avec le ministère des Affaires municipales. Mais éventuellement, disons peut-être d'ici un an, on va avoir un outil qui va être très utile là, pour répondre à toutes vos questions là, qui peuvent surgir là, par rapport à ces projets-là. Mais c'est des projets qui... nous, on vise à ce que les municipalités soient des joueurs dans ce dossier de valorisation de rejet thermique. Je pense qu'ils sont vraiment qui ont une position de choix pour devenir des développeurs avec le privé ou sans le privé. Et puis, si jamais vous voulez discuter de projets puis d'inquiétudes, n'hésitez pas à... Donc, Stéphane, si je résume, là, parce qu'on a fouillé en fond et en large ces questions-là, aujourd'hui, j'ai le droit par règlement municipal d'exiger qu'une entreprise sur mon territoire me cède sa chaleur. J'ai le droit aussi de construire un réseau qui va permettre de distribuer, d'amener la chaleur du point A au point B. J'ai le droit de vendre cette chaleur-là. Là où ça devenait un peu tricky, c'est que si je transporte la chaleur sous forme de vapeur, là, j'aurais pu tomber dans le giron de la régie. Si je garde ça sous forme d'eau chaude, on a le droit d'avoir ça à des fins municipales. C'est à peu près ça les grands liners que tu nous avais donnés, c'est ça? Oui, pour ce qui est d'obliger l'industriel à partager ses rejets thermiques, on n'a pas cet outil-là encore.
Tu sais, le premier outil réglementaire là, qui va arriver sur le sol, ça va tomber obligé à déclarer ses rejets thermiques. Mais je ne vais pas trop m'avancer dans le cadre du webinaire, mais effectivement, on vise dans un deuxième temps à donner les outils, disons à empêcher un industriel de s'opposer à un projet de valorisation de rejets thermiques. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est de dire, bon, l'industriel, vous avez des rejets thermiques, vous déclarez vos rejets thermiques, c'est super. Là, vous avez le choix entre valoriser vos rejets thermiques en interne, puis s'il en reste, de les valoriser vous-même à l'externe, puis si ça veut dire les vendre, ben, vous pouvez les vendre. Mais à partir du moment que il n'y a rien qui se fait avec des rejets thermiques, à partir du moment que c'est rejeté dans l'environnement, ben là, si vous ne faites rien avec, ben vous pouvez vous opposer à ce que un promoteur municipal ou privé utilise vos rejets thermiques et en fasse bénéficier ses clients là, d'un réseau. Mais donc, on n'est pas rendu là. Malheureusement, on n'est pas rendu là. Mais il y a, comme j'ai expliqué, là, dans la section, ben, vous allez avoir accès à une version PDF de mon PowerPoint, là, mais la partie avantage pour l'industriel, c'est quand même important de l'utiliser. Je pense que les industriels doivent comprendre à quel point, en intégrant la valorisation de leur rejet thermique à l'interne, dans le cadre d'un projet de valorisation thermique entre organisations, ben, ils se trouvent à bénéficier d'un programme beaucoup plus généreux qui est vraiment intéressant pour eux. Puis la partie autoproduction électrique là, est vraiment quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, je vais faire une conférence à l'Association des consommateurs industriels d'électricité dans le mois de mois. On a une autre question, Mathieu Pépin. Ça suscite beaucoup de curiosité. Je regardais sur le site du gouvernement, on parle que pour produire de l'hydrogène vert, c'est possible d'y aller par gasification de la biomasse. Donc, ça nécessite de la chaleur. Est-ce que vous avez des idées de projets qui sont en cours qui peuvent nous aider à explorer aussi cette avenue-là afin d'avoir toutes les possibilités possibles devant nous en termes de projets de valorisation? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans ou vous ne nous encouragez pas à explorer cette avenue-là? Merci. Ben, j'ai déjà eu des discussions avec des promoteurs de projets d'hydrogène qui souhaitaient valoriser leur projet thermique. Mais c'est sûr que chaque projet est différent. Puis la filière hydrogène est une filière quand même difficile parce que en fait, ça peut être une façon intéressante de faire d'une filière difficile une filière prometteur parce que prometteuse parce que tu sais, il y a beaucoup de pertes énergétiques dans la production à partir d'électricité, dans la production d'hydrogène. Fait que les pertes sont généralement de la chaleur. Donc, c'est sûr que si on peut récupérer la chaleur pour alimenter, si en plus on peut alimenter, par exemple, des industriels, parce que ce serait de la chaleur haute température, là, ça devient beaucoup plus rentable. Si on est capable d'alimenter des réseaux de chaleur, ça peut être intéressant aussi. Donc, c'est sûr que la valeur la plus haute d'un rejet thermique, c'est toujours en fonction de sa température. Plus la température est élevée, plus on est en mesure de vendre la chaleur avec un prix élevé. Et puis, l'ultime, c'est évidemment d'avoir de la vapeur là, à ce moment-là. Les industriels sont vraiment intéressants. Ensuite, une question de Denis Lagadé. Je me demandais, quand on est dans une région de forte activité sismique, ça peut fonctionner ou pas? Bon, en fait, il y a des réseaux gaziers un peu partout au Québec, à peu près partout au Québec. Là. Puis, on n'a pas entendu parler qu'il y avait des réseaux gaziers. Des problématiques particulières? Ouais, c'est ça. Donc, c'est sûr que
les ingénieurs qui vont développer le réseau devront tenir compte de ces contraintes-là. Mais les risques sont quand même plus faibles que pour un réseau gazier parce que les fuites d'eau chaude, ça n'a pas les mêmes impacts que les fuites de gaz. Puis il y a du gaz qui circule là, sur tout le sud du Québec, même Franchevaux, Lac-Saint-Jean. OK, merci. Si vous avez d'autres questions, pour en prendre une autre. Je ne regarde pas, donc dans ce cas-là, merci, M. Gagnon, pour la présentation. Merci à vous, participants, d'avoir été là. La DGMQ espère que vous avez apprécié le contenu. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de remplir un petit sondage chaque moment pour nous dire si vous avez apprécié le webinaire. Voilà. Pendant ce temps-là, moi, je vous dis que ce webinaire-là conclut la session d'hiver et printemps. On a des activités de formation présentielle déjà sur le site web là, pour l'automne. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez vous rendre au anegmq.qc.ca/formation. Et les webinaires d'après cette session, ils seront dévoilés un peu plus tard. Enfin, il faut rappeler que tous les professionnels des municipalités du Québec, pas seulement les directeurs généraux, du moins plus globalement les membres d'associations, peuvent participer aux activités à tarif préférentiel. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.